Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les patrons des entreprises de presse, Mesdames et Messieurs professionnels de médias, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous vivons une époque où l'information devient aussi une stratégie, mais aussi très stratégique que les armes. Ce qui a radicalement changé ces dernières années, c'est la manière dont elle se diffuse et se manipule. L'essor de l'intelligence artificielle transforme la façon dont l'information est produite, consommée et partagée. Chaque citoyen est désormais un producteur potentiel de contenu. Cela ouvre des opportunités, mais soulève aussi des grands défis. En temps de guerre, ce défi prend une autre dimension. La propagande numérique, amplifiée par l'IA, devient une arme. Réguler l'information n'est pas seulement une affaire technique, c'est une responsabilité collective, puisqu'il s'agit de protéger la vérité et donc protéger la démocratie. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. En quelques secondes, l'IA peut produire des contenus totalement fabriqués, des discours politiques qu'un leader n'a jamais prononcés, des réunions et des accords qui n'ont jamais existé, des audios pourtant truqués, mais qui défient la réalité sans commune mesure, de scènes de violence montées de toutes pièces, des images et des vidéos manipulées pour s'aimer le doute et la confusion. Des outils comme les deepfakes, les bots, diffusent des récits falsifiés à une vitesse inédite. Ces contenus n'ont pas besoin de validation journalistique. Ils frappent les esprits et modèlent l'opinion, tout simplement. Le rôle du journaliste devient donc crucial. Il ne s'agit pas seulement de rapporter des faits, mais de lutter contre l'illusion de la vérité. La désinformation devient donc un vecteur de déstabilisation. Mais la grande question, la responsabilité versus liberté, où tracer la ligne? La liberté d'expression, comme nous le savons tous, est un principe sacré. C'est l'une des pierres angulaires de la démocratie. Mais en période de guerre, cette liberté peut-elle justifier la propagation des récits falsifiés ou des contenus haineux? Par quel prodige malsain certains Congolais, je dis bien certains Congolais, parviennent-ils à justifier, rationaliser, pire encore, à comprendre les atrocités que commettent les terroristes dans l'est du pays? Quelle étrange perversion de l'esprit faut-il pour prétendre aimer sa patrie tout en caressant les desseins de ses bourreaux? Il semble que seuls certains fils de ce pays aient réussi là où même Satan a échoué, c'est-à-dire faire cohabiter l'amour de la patrie avec la trahison, marier le paradis à l'enfer dans une même poitrine, sans honte ni frisson. Lorsqu'un journaliste publie une information sans vérifier la source, quand il relaye une vidéo qui semble authentique, mais qui en réalité est manipulée, n'est-il pas responsable de contribuer à une réalité faussée? Est-ce cela la liberté d'expression? Quand toute une rédaction s'arroge le droit de diffuser, de commenter, parfois même de savourer une vidéo où nos forces, soldats, nos vaillants héros, les FARDC, apparaissent en difficulté, est-ce encore de l'information ou c'est déjà de la trahison? C'est une question, pas une affirmation. Quand dans la même émission, on célèbre
à mots à peine voilés les avancées des terroristes, on annonce avec triomphe la chute de certaines villes qu'on attribue généralement des personnalités juridiques en disant que c'est des villes, plutôt des territoires. Ces journalistes sont-ils conscients? Ont-ils conscience du poids de leurs mots? Mesurent-ils que derrière chaque mètre gagné par l'ennemi, ce sont des vies arrachées, des libertés piétinées, de droits effacés, comme des traces dans la poussière? Ont-ils oublié que lorsque ces villes tombent, ces villes n'emportent pas que des cases et des collines, elles emportent des existences tout entières, des rêves en germination, des destins en devenir, des talents que le pays ne rêvera plus. Ce sont des familles disloquées, des enfants qui grandissent dans le fracas des armes, des espoirs qui fuient comme le vent entre le doigt. Alors, non, il ne s'agit pas de la liberté d'expression, il s'agit là d'une complicité déguisée, d'une parole qui, au lieu d'éclairer, enfonce un peu plus le pays dans la nuit de l'horreur et dans la nuit de la désolation. Et cela, aucun micro, aucun plateau, aucune éthique professionnelle ne saurait justifier cela. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne suis ni censeur ni tyran. Je ne suis pas un dictateur. Je ne brandis pas le bâillon. Je ne tiens pas le fouet. Mais une chose est sûre, un pays sans ordre et sans discipline est un navire sans boussole. La liberté, elle est belle, elle est bonne, si belle soit-elle, mais elle n'est pas une licence à tout faire. Elle exige la responsabilité. Non, je ne réclame pas des muselières en soie fine. Je ne demande pas que l'on taise, mais que l'on pense, que l'on pèse, que l'on vérifie. Le journaliste n'est pas un simple écho, il est vigie, il éclaire, il filtre, il décrypte. Car mal informé, c'est trahir. La plume peut aussi être destructrice qu'une arme. Que devient le rôle des médias, le rôle de régulation et des institutions? Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication joue un rôle central dans la régulation des médias traditionnels, mais à l'ère du numérique, il est impératif qu'il comble le retard accumulé depuis près de 2 décennies en rattrapant ce retard sur la régulation du digital. C'est une question cruciale et cela passe par l'adoption d'une loi que nous sommes en train d'y travailler. Le CESAC ne peut pas se limiter à contrôler seulement le média classique. Il doit étendre son champ d'action sur les plateformes numériques où circule désormais la majorité de contenus informationnels. Cela suppose un renforcement structurel, notamment par la modernisation de son centre de monitoring, mais aussi à son dispositif d'alerte numérique qui, en fait, veille et lutte efficacement contre les fake news, qui garantit l'éthique des contenus et assure la traçabilité des informations. Pour cela, des formations continues et un véritable plan de renforcement des capacités doivent être mis en place. Mais pourtant, sur terrain, les agents du CESAC travaillent dans des conditions précaires, en dépit de leur engagement. L'institution, pourtant essentielle à la démocratie, demeure l'une des moins soutenues par l'État, presque oubliée, mais toujours plus sollicitée. Cet équilibre alimente des frustrations internes et des dysfonctionnements. Alors que depuis la signature du nouveau barème salarial depuis juillet 2023, 60% des agents cumulent 21 mois d'arriérés, tandis que 40% restants perçoivent des rémunérations précaires, faute d'application effective du barème. Une situation qui fragilise sérieusement la motivation du personnel d'une institution pourtant chargée, entre autres, à coordonner l'aide publique à la presse. Il est donc urgent que le pouvoir public prenne des mesures concrètes pour doter le CESAC de moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. C'est à ces prix qu'il pourra devenir un acteur de régulation efficace et véritable pilier de la démocratie numérique. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait
pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cet élan-là. Je tire mon chapeau aussi à tous ces journalistes vaillants qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas fléchi devant le dieu de Baal. Ils sont restés forts, intègres, malgré les conditions. Je ne saurais clore mon propos sans lancer un appel vibrant aux consciences. J'en appelle aux prêtres, aux politiciens, aux scientifiques, à tous les gardiens du vivre ensemble, que chacun prenne la mesure de sa responsabilité, car nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays, un seul. Et s'il venait à sombrer, ce ne serait pas à un seul homme d'en payer le prix, non, ce serait nous tous sans exception. Il est temps d'en finir avec cette illusion dangereuse qui nous fait croire que le naufrage d'un pays ne serait que le naufrage du président. Certains travaillent activement, non pas pour le progrès, mais pour le déclin, croyant que si le pire arrive, seul le président en sera responsable. C'est faux. Le désastre, s'il vient, eh bien, il sera collectif. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Les balles qui tuent à l'Est ne distinguent pas l'opposant du partisan. Et la faim, la pauvreté ne font pas non plus de distinction. Ça n'épargne personne. Ça ne tient pas compte des appartenances politiques, tribales et même religieuses. Elles frappent là où l'État abdique, là où le cœur s'endurcisse et là où les élites se taisent. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents ou nous mourrons ensemble comme des insensés. Oui, comme des êtres non éclairés, emportés par notre propre indifférence, engloutis par notre lâcheté collective. Que le prêtre prêche, non pas pour choisir un camp, non pour taire le crime et être sélectif dans leur prédication, mais pour réveiller, conscientiser, sans haine, mais avec l'amour du Christ. Que le politicien œuvre, non pour régner, mais pour servir. Que le scientifique pense, non pour briller, mais pour éclairer. Que le journaliste informe, transforme et qu'il dise la vérité. Que chacun tienne sa place et que chacun honore sa charge. Et que nul ne se serve de la liberté d'expression comme un paravent pour l'irresponsabilité. Car comme le disait Thomas Hobbes, dans les lignes austères de son Léviathan, la liberté sans sécurité n'est que masque de mort. La paix, la véritable paix, exige que l'on sacrifie un peu d'orgueil sur l'autel du bien commun. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.